bienvenue à tous, ravie de vous accompagner ce matin jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, comme vous le devinerez tous, bien sûr, retour sur cette finale et aussi clôture du championnat d'Afrique des Nations, clôture en apothéose, donc ça a fait le bonheur. C'était un régal, ça a fait le bonheur des supporters, c'était un régal, c'était un véritable bonheur pour tout l'ensemble du public venu en grand nombre assister à cette fête du football. Et en dépit, bien sûr, de cette défaite des Fennecs qui se sont inclinés face aux Sénégalais, on est triste pour les Verts, mais bien sûr, retour quand même sur cette belle compétition, ce très bel événement footballistique avec les éléments de la sportive qui viendront nous rejoindre dans un petit instant. Et puis l'Afrique est également à l'honneur, non pas à travers justement un événement footballistique uniquement, mais aussi à travers une très belle exposition abritée actuellement par le musée du Bardo, musée dédié à l'ethnographie, à l'histoire depuis sa création. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ethnographie africaine à travers une très belle collection dont une partie est visible actuellement au musée du Bardo, dont le directeur sera parmi nous également pour en parler avec de plus amples détails. Puis nous mettrons le cap sur Annaba qui aussi a participé à cette fête du Chan avec justement quelques matchs à la carte, donc qui ont fait aussi le bonheur des supporters Annabi. Donc Bonne sera présente grâce à un événement qui sera consacré cette fois-ci à l'économie circulaire et organisé par le Centre national de recherche en environnement, dont la directrice sera avec nous en direct ce matin à partir de la coquette Annaba. Et puis dans cette matinale, nous sommes dimanche. Chaque dimanche, on retrouve nos amis de l'équipe, entre autres donc Aïda Meshri, qui s'intéresse à cette journée mondiale du cancer célébrée hier. Bien sûr, à l'effet de fédérer les efforts et bien sûr, et le partage également concernant la prise en charge des cancéreux et bien sûr l'accompagnement de ces derniers, c'est au cœur de la rubrique de Aïda Meshri. Jawdet Gessouma aussi nous baladera à travers la littérature et certains événements actuels et qui ponctuent cette semaine ou justement cette période du mois de février et fin janvier également. Donc, et puis bien sûr, Mariam Moussaïd nous parlera de fruits exotiques. Le voyage sera garanti avec elle. Bon, bien sûr, vous attendez tous le moment, bien sûr qu'on aime vraiment de la découverte des nouvelles du ciel. Et aujourd'hui, c'est un point météo signé Amal Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver. De même, ça va? Oui, très bien. Ça va, très bien. Très bien. Ouais. On démarre la journée, ça va. Ouais, on démarre la journée avec des cartes qui annoncent plein de nuages. Est-ce que ça augure de quelques précipitations? À part à l'est, c'est tout. Ah, et vers le bien. centre et l'ouest, non, il n'y a rien. C'est toujours bien. Ouais, mais bon. Un petit peu On aurait aimé. mieux que rien du tout. Exactement, on va dire ça, oui. Bien sûr, mais bien On va sûr. se contenter de ça. Restons positifs Inch'Allah, et bien Inch'Allah. sûr, voilà, l'hiver ne fait que commencer chez nous. J'espère, oui. Voilà, que nous disent les cartes ce matin, Mel, s'il vous plaît? Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le temps restera dégagé un peu nuageux sur les côtes ouest et vers l'intérieur, avec toutefois de la brume matinale et du brouillard vers les hauts plateaux de l'ouest et le centre. Le ciel restera dégagé tout au long de la journée. Des passages nuageux sur les régions côtières centre et est du pays, avec toutefois des nuages parfois denses qui peuvent donner quelques pluies par endroits sur les côtes et les régions côtières et proches côtières de l'Est. La moitié sud de la brume matinale vers le Nord Sahara, les oasis également le Sahara oriental, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé partout ailleurs que du beau soleil, avec toutefois des vents assez forts qui vont engendrer des sements de sable vers le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures durant l'après-midi, Météo Algérie a prévu un minimum de 11 degrés du côté d'Al-Bayad, 12 Djelfa, Batna et Sétif, 14 à Tizi Ouzou et Tiaret, 16 degrés Alger, Annaba, 18 Oran et Tlemcen, au sud 14 degrés seulement vers le Bécharoua, 17 Gardaya, 18 Biskra et Lizi, 19 à Tindou, 20 degrés à Drarin Salah, 22 Janet, 27 à Bourj Bedjmouktar et enfin le maximum cette fois-ci à Ingzam
avec 32 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 30 et 40 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur nord-est, 10 à 20 km/h sur les côtes centre et est et les vents seront variables sur les côtes centre et de secteur ouest à nord-ouest sur les côtes est. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe où on aura quelques flocons de neige qui vont intéresser cette fois-ci la ville de Moscou. Également Kiev, des pluies assez marquées à Istanbul, plutôt nuageux à Berlin, partiellement voilé à Londres, également Paris, que du beau soleil à Rome, Madrid et Lisbonne. Le mercure affichera moins 3 degrés le minimum du côté de Kiev, moins de Moscou, 2 degrés Berlin, Vienne, 9 à Paris et Londres, 6 à Istanbul, 12 Rome en passant par les 18 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment C'est moi Amel. qui Donc merci. des températures très agréables Ça va, tout, pour un mois de tout février. autour de la Méditerranée, c'est bien. Exactement. Voilà, Pour un mais- mois de février, oui, on va dire ça. Non, c'est toujours agréable quand même. hein. C'est des températures Un en peu de saison. douceur, ça fait du bien. Oui, pourquoi? Ouais. Oui, vous n'êtes pas convaincue. Non, pas du tout. De toute façon, je ne serais jamais convaincue par ça. Oui, mais bien Mais sûr, bon. voilà, pour Un un sifflet. petit peu, pour un petit peu compenser, on va vous offrir une chanson, Amel. Avec plaisir. On l'a écouté pendant tout le déroulement justement du CHAN, championnat d'Afrique des Nations du football. C'est un hymne à l'amitié africaine Ah qu'on oui. va encore écouter peut-être pour les dernières fois aujourd'hui. Donc ça fera le bonheur de tous ceux qui ont vécu au rythme du CHAN pendant toutes ces belles semaines. Alors c'est parti. Nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International, from Algeria to Oman, you know how we do. مرحبا مرحبا وهي احبابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا 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 وهي اصحابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا لغري والغارب تندم لغري والدك التلام افريقيا سنتا ترام افريقيا سنتا ترام لغري والغارب تندم لغري والدك التلام افريقيا سنتا ترام افريقيا سنتا ترام ايدي سراو ادمشلان ايت مار التمدام ايدي سراو ادمشلان ايت مار التمدام ايدي سراو ادمشلان ايت مار How's
barige kwele yari now uthando lomdlalo lohlanganisa abantu barige kwele yari now uthando lomdlalo lohlanganisa abantu barige kwele yari now uthando lomdlalo lohlanganisa abantu barige kwele yari now. Durant 3 semaines, l'Algérie a vécu au rythme du CHAN, championnat d'Afrique des Nations, et bien sûr, pour le bonheur des supporters qui ont suivi les équipes un peu partout sur les stades qu'on vient voir dans ce clip, bien sûr, voilà, il y a eu cette clôture en apothéose. Pour en parler, c'est celle qui était très près de l'équipe, des équipes en général, elle était sur le terrain, elle a vu de plus près, voilà, c'est une chance, Salah Derbel. Bonjour à nos téléspectateurs. En tout cas, moi je peux vous dire que ce clip va nous manquer. Absolument. On s'est habitué un peu à cette chance. Marhaba, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Ça me fait plaisir d'être pour en là. parler. Et puis voilà, vous qui étiez vraiment sur les pelouses, voilà, pour vivre vraiment cet événement. Exactement. Ce qui fait le plus mal, c'est de voir notre équipe perdre cette finale. C'est vrai que ce n'est pas un échec, comme on a dit tout à l'heure, puisque l'Algérie a réussi le pari de l'organisation. L'Algérie a réussi à battre son record en arrivant en finale, puisque la meilleure participation, c'était une 4e place. Mais ça, on est quand même déçus, parce qu'on était très proche de cette équipe. Voilà. Oui, c'est clair, mais après, perdre une finale, ça fait toujours mal. Mais en sport, il y a toujours un perdant. Voilà. Tout à fait. Surtout quand on arrive dans la chance sourit aux uns et aux autres à tour de rôle. Elle a souri pour les Sénégalais qui ont mérité, puisque eux aussi ils ont battu leur record, eux aussi ils ont fait un parcours quand même honorable, avec une seule défaite, exactement, une seule défaite, et ils ont mérité d'être en finale, ils l'ont remporté. Et bravo pour les Sénégalais. Et les Verts ont fait sans faute. Aussi, oui, sans faute, comme ça, jusqu'à la dernière seconde, ils se sont battus. Exactement. On parlait de record, ils ont battu le record de participation, puisque leur meilleure participation, c'était une 4e place. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'ils ont battu d'autres records avec la meilleure défense, la meilleure attaque, on a le meilleur buteur. Donc quand même, il y a eu des choses positives pour cette équipe nationale, pour Majid Boughana qui a tout donné, qui voulait vraiment soulever cette coupe, qui voulait que le père de Bilal Ben Hamoud, Allah yarhamou, prenne cette coupe et faire plaisir à la famille, rendre hommage à ce jeune joueur qui nous a quittés. Malheureusement, on a perdu. On a eu quand même l'argent, c'est pas mal quand même pour cette équipe qui promet vraiment de beaux jours pour le football algérien. Exactement. On l'a senti très cohérente, on l'a senti très en symbiose. Vraiment, c'est une équipe jeune, mais qui jouait vraiment avec beaucoup d'assurance. Exactement. Et il faut savoir que 98% des joueurs jouent leur première grande compétition pour la première fois. Donc après, il faut comprendre ces jeunes. C'est une première expérience, c'est la première fois qu'ils participent à un grand événement, surtout que l'événement se déroule ici en Algérie. C'est une pression supplémentaire, on va dire. Avoir tout le public, avoir tout le peuple derrière l'équipe, ça a créé cette pression. D'ailleurs, c'est pour ça que l'équipe n'arrivait pas à marquer. C'est ce que Boughana disait à chaque fois lors des conférences de presse. Il disait que ce n'était pas un problème technique ou tactique. Il disait que le problème était mental. Parce que les joueurs jouent dans une pression, ils veulent donner. On les a vus hier. Mziane a tout fait pour ouvrir le score. Mahious aussi. Mais c'était le fait de vouloir marquer. Ils étaient de loin, plus avantagés sur la possession de terrain, sur différents aspects justement techniques et tactiques. Surtout en deuxième mi-temps. Voilà, de ce match. Oui. En fait, le coach sénégalais a bien étudié, on va dire, notre équipe. D'ailleurs, il l'a dit en conférence, il a dit qu'on va essayer de déverrouiller déjà la défense algérienne qui n'a toujours pas encaissé de but et on va fermer notre défense parce que l'Algérie, même si elle ne marque pas beaucoup, mais elle gagne quand même avec 1-0. Une belle offensive de la part de nos joueurs. Et hier, le coach sénégalais a su quand même... il a vu quels étaient on va dire, les points forts de notre équipe. C'était Mahious et Mziane. Moi, j'ai une autre façon de voir. Moi, je me dis que c'est la chance qui a vraiment... Quand on arrive à une séance de tir au but, c'est la chance. Au tir au but, là, c'est vraiment... Même si on est expérimenté, on a vu lors de la Coupe du Monde des grandes équipes s'incliner pendant les tirs au but. Et ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire qu'ils étaient quelque part gagnants, mais bon, voilà, la chance a souri aux Sénégalais. Ça n'a entaché en rien cette belle organisation
organisation et puis cette clôture en apothéose qui a ravi vraiment les spectateurs qui ont vraiment payé leur ticket bien à l'avance d'ailleurs. Ils sont venus de partout. Ils n'ont pas payé, puisque oui, le remarque, ticket était gratuit. Non, je voulais dire qu'ils s'étaient inscrits, mais vraiment très tôt, au point où vraiment le serveur a failli bugger à un moment. Les tickets, la vente était prévue pour mercredi et elle a été reportée pour jeudi puisque le serveur a bugué, comme vous l'avez dit. Et après, les tickets étaient gratuits et la vente des tickets s'est achevée en moins d'une demi-heure, on va dire. Le stade était archi-comble, 39 000 spectateurs au niveau du stade Nelson Mandela de Bamako, plusieurs stars africaines, des personnalités sportives, des journalistes étrangers. D'ailleurs, ce CHAN a battu le record aussi en termes de journalistes puisqu'il y a eu plus de 1200 accréditations, donc 500 journalistes étrangers. Et ça, c'est un record. On retrouve ça dans les Coupes d'Afrique, dans les Coupes du Monde, mais non pas dans un CHAN. Pas un championnat d'Afrique. Exactement. Oui. Donc, l'Algérie a ouvert en beauté avec déjà la cérémonie d'ouverture. Oui. Et hier, l'Algérie a mis encore la barre très haut avec cette cérémonie de clôture qui a épaté le monde entier. Et un record de participation, ce qui relate aussi de cet esprit fédérateur algérien qui a su rassembler autant de nations autour d'une compétition qui s'était un petit peu éclipsée. En tout cas, on est ravis d'avoir réussi le pari justement d'offrir un CHAN digne de ce nom. Exactement, d'ailleurs même les représentants de la Confédération africaine, le président de la CAF, Patrice Motsepe, l'a dit, c'est la meilleure édition de l'histoire du CHAN. Donc ce CHAN a épaté, a ébloui tout le monde, on va dire, tous les amoureux du ballon rond. Même des Européens disent que cette compétition n'a rien d'un CHAN, c'est plus qu'une Coupe d'Afrique. Donc l'Algérie a prouvé qu'elle est capable déjà de rendre n'importe quelle compétition aussi grandiose et qu'elle est capable d'organiser les plus grandes manifestations sportives. On va peut-être voir des images, on a beaucoup parlé, hein, Sarah. On va laisser les images aussi nous dire davantage de cette organisation. Phénoménal est le terme qui qualifie le mieux cette 7e édition du CHAN organisée en Algérie et qui aura connu une réussite sur tous les plans. Alger, Oran, Annaba et Constantine, 4 sites qui ont permis à l'Algérie de briller durant ce championnat d'Afrique des Nations où tous les facteurs de réussite étaient au rendez-vous pour que cette 7e édition soit la meilleure jamais organisée de l'histoire, comme l'avait si bien anticipé le président de la CAF, Patrice Motsepe. Let me start by thanking the president of Algeria, the government of Algeria. Je remercie le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, la Fédération nationale et la famille du football algérien de nous accueillir chez eux. Je suis fier de l'Algérie et de son peuple qui a rempli les tribunes des stades durant le CHAN. Nous avons toujours su que l'Algérie possède une culture du football. L'Algérie a organisé la meilleure édition de l'histoire du CHAN. Continent and the rest of the world that Algeria is a world-class venue for hosting some of the best competitions on the African continent. Commençant par ces belles infrastructures mises à disposition des équipes participantes, qui les ont fortement épatées d'ailleurs. Les stades du 19 mai de Annaba et du Chahid Hamlaoui de Constantine, rénovés spécialement pour l'événement, en plus de 2 nouvelles enceintes ultramodernes, le Nelson Mandela Stadium de Bamako et celle de Miloud Hadfi d'Oran, ont contribué au succès de ce tournoi. D'être ici à Alger, je me sens chez moi parce qu'on sent vraiment dans l'air, dans ce stade magnifique, une passion, quelque chose de spécial, une énergie spéciale qui fait battre le cœur de tous les amoureux du football et de l'amoureux du football que je suis. Les autorités algériennes ont mis le paquet pour réaliser des infrastructures sportives aux normes internationales qui ont bien évidemment permis de relever le niveau de la compétition qui fut plaisant et surtout très disputé. Le public algérien et les amateurs du football africain ont eu droit à un spectacle de qualité.
Ce tournoi restera gravé dans la mémoire des Algériens, tout comme la CAN organisée en 1990, et va manquer certainement aux amoureux du ballon rond, qui ont grandement contribué à sa réussite grâce à leur engouement, leur fair play et leur encouragement incessant dans les gradins. Ce public, il est adorable. J'ai jamais vu un public aussi accueillant, aussi adorable. Là, c'est comme si c'est l'Algérie qui jouait. Là, je sais que si c'était les deux équipes seulement, les supporters des deux équipes seulement, il n'y aurait pas cette ambiance-là. Et vraiment, on a trop apprécié. Et vraiment, bravo à l'Algérie. Les structures d'hébergement, où logeaient les différentes délégations, ont répondu à toutes les exigences. Les convives de l'Algérie étaient dans les meilleures conditions durant toute la période de l'événement. Même l'aspect touristique n'a pas été négligé et était au programme de ce CHAN. Les invités de l'Algérie ont profité des visites guidées qui leur ont permis de découvrir les différents lieux historiques du pays et s'imprégner aussi de la culture locale. Encore une fois, l'Algérie, de par sa grandeur et son hospitalité, a réussi à donner une autre dimension à cette compétition continentale. Un constat partagé par les hauts responsables de la Confédération africaine de football, les différentes stars africaines présentes et les nombreux journalistes venus couvrir l'événement. Une couverture médiatique d'ailleurs historique, puisque plus de 1200 journalistes ont été accrédités, dont 500 venus de l'étranger. Tout est parfait, le déplacement, le stade, on n'a pas été inquiétés, même pas bousculés, on a regardé le match sans pépin. Donc, bref, on a été flatté par l'organisation ici en Algérie. C'est la première fois que je couvre un CHAN. Par contre, j'ai couvert déjà 5 Coupes d'Afrique. Et franchement, en termes d'organisation, je vois pas la différence. C'est digne d'une Coupe d'Afrique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des grands stades, il y a le décor d'une Coupe d'Afrique, les bus avec les drapeaux, tout ce qu'on voit dans la rue, la sécurité. Et puis ce qu'il y a de plus par rapport à certaines Coupes d'Afrique, c'est qu'il y a du monde dans le stade. Moi, franchement, je suis épaté aujourd'hui, il pleut. Il n'y a pas l'Algérie ici qui joue. Ils ne connaissent pas franchement les joueurs, je pense, parce que c'est que des locaux sénégalais et ougandais. Et puis, il y a du public, ils chantent, ils mettent l'ambiance. Franchement, moi, j'ai hâte de voir une Coupe d'Afrique ici, pour voir ce que ça va donner. Partout où on part, bienvenue en Algérie, bienvenue. Et puis, on nous laisse prioritaire sur pas mal de choses. Et puis, il y a tout. Il y a des bons hôtels, il y a la sécurité. Il y a une très bonne organisation. Moi, je pense que depuis 2014, je vais tout le temps à tous les CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Et je trouve quand même que c'est très bien organisé. Et même quand l'Algérie ne joue pas, il y a beaucoup de monde au stade. Donc, ça donne toujours envie de rester dans l'ambiance football. Et je pense qu'on est bien ici en Algérie. Grâce à la passion des Algériens pour le football, le plus grand pays d'Afrique a prouvé encore une fois qu'il est en mesure d'organiser des événements sportifs de grande envergure. Mieux encore, qu'il est capable de rendre exceptionnel n'importe quelle manifestation sportive. Merci beaucoup Sarah Derbel pour cette synthèse, c'est vrai, voilà, on finira sur ce mot. Effectivement, le public algérien fera la réussite de tout événement, bien sûr organisé par l'Algérie. Bien sûr, on l'appelle le 12e joueur et Farid Aït Saada va peut-être nous parler un petit peu des coulisses du CHAN cette fois-ci. Championnat d'Afrique des Nations, vous avez fait partie de ce comité d'organisation, Farid, donc vous allez peut-être nous donner un autre son de cloche que celui du journaliste représenté par Sarah Derbel ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Sarah, bonjour au public. Bon, s'il est vrai que l'Algérien que je suis, en tant que supporter, est déçu par l'issue de ce CHAN sur le plan sportif, avec une défaite malheureuse à la loterie des tirs au but. Absolument, parce que c'est une on loterie. le disait, c'est vraiment un tour de chance. Voilà, bon, ça nous a souri par le passé quelques fois, et là, c'est à notre rencontre, c'est ça la loi du sport. Mais l'Algérien que je suis, dans le comité d'organisation, ce matin est très fier de la réussite sur le plan organisationnel. C'était pas évident. Il y a quelques semaines, il y avait encore du retard sur certains aspects, mais vraiment, on a travaillé très très dur au sein du comité,
Et parce que tout le monde y a mis du cœur, tout le monde oui, du cœur et surtout de la bonne volonté. Quelques petits sacrifices pour la réussite de l'événement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la première fois depuis 33 ans bientôt, qu'on organise ce type d'événement sur le plan footballistique. Bien sûr, il y a eu les Jeux méditerranéens, tout le monde en parle, mais ce n'est pas le même type d'événement. Les Jeux méditerranéens, c'est plusieurs disciplines, alors que là, c'est juste du football. Ce n'est pas le même impact médiatique sur le plan international. Les Jeux méditerranéens, c'était dans une seule ville. Là, c'est sur 4 villes. Donc, c'est une autre dimension. Il y a eu des tournois de football par le passé, mais ça concernait des catégories de jeunes. Là, c'est le football avec des seniors et beaucoup parmi les membres du comité d'organisation, que ce soit le comité d'organisation local, national ou bien ceux dans les villes hautes, manquaient visiblement d'expérience pour ce genre d'événement, mais ils ont compensé leur inexpérience par vraiment une volonté et motivation incroyable. J'imagine, en tout cas, on l'a vu avec une affluence record du public à Annaba, à Oran et à Constantine, bien sûr, qui ont été impliqués dans cette organisation. Et c'est bien, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, hein, Farid Aït Saada. Oui, bien sûr, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Absolument. Et maintenant, mine de rien, peut-être qu'il y a des gens qui ne s'en sont pas rendus compte, mais une nouvelle génération d'organisateurs a été formée, juste comme ça, sur le tas. Et là, maintenant, on peut dire qu'on peut affronter d'autres types d'événements. Espérons que ça va nous servir pour 2025. Ça va déjà nous servir dans 2 mois pour la Coupe d'Afrique U17, donc qui sera 2 mois de renvergure, avec moins d'équipes, 3 villes seulement sur 4. Mais on espère pour 2025. Et là, c'est vrai que l'Algérie est en lice pour l'organisation de la CAN 2025. Et on lui souhaite toutes les chances. Oui, et moi, en tant que coordinateur média, j'ai rencontré des journalistes étrangers venus en Algérie. Vraiment, il y en a beaucoup. Hier, nous avons reçu des mots d'encouragement de journalistes congolais, ivoiriens, bien sûr sénégalais qui sont restés jusqu'à la finale, qui disent que vraiment on souhaiterait revenir en Algérie et pourquoi pas dans 2 ans pour la Coupe d'Afrique 2025. Ça nous va droit au cœur. Oui, ça touche énormément et puis peut-être, chez nous on dit bien le fel, le shbab. Voilà, ça augure peut-être d'une future organisation, qui sait, pour l'Algérie. On le saura dans quelques jours en tout cas. Voilà. Oui, bon, c'est pas encore clair. Il n'y a pas de date fixe, mais on le saura bientôt. Hier, le président de la CAF, M. Patrice Motsepe, au cours de la conférence de presse qu'il a animée, il a laissé entendre que ça prendrait le temps qu'il faut, quelques jours, quelques semaines, pour bien étudier les dossiers. Mais l'Algérie a ses choses comme les autres, et pourquoi pas. L'avantage de l'Algérie, c'est que ce n'est pas la peine de présenter un dossier. Le dossier de candidature, c'était le CHAN. Donc ils ont vu sur le terrain, tout le staff de la CAF était sur le terrain, tous les spécialistes de la CAF sur le plan opérationnel étaient là depuis plus d'1 mois, sans compter les membres du comité exécutif de la CAF, parce que c'est eux qui vont voter, qui vont élire le pays qui abritera la future. Et c'est une première, Farid, que le président de la CAF reste aussi longtemps, tout au long de la compétition. Oui, presque. Il a dit, il s'est seulement absenté quelques jours pour participer à un congrès à Davos en faveur de la future Super League africaine pour avoir des fonds. Mais il est resté, il est visité toutes les villes. Ça lui est arrivé d'être chaque jour dans une ville. Il faut dire que les Africains n'ont pas cette tradition de voyager dans d'autres pays africains. Donc ce type d'organisation permet de belles découvertes. On a vu, il y a eu des visites organisées en marge justement de cette belle fête footballistique. Oui, voilà, c'est une manière de... Et puis une belle clôture en apothéose, c'était très beau, hein, ce spectacle. Tout en simplicité, mais qui a été juste ce qu'il faut pour cette petite clôture. Alors déjà, avant même l'aspect touristique, les Africains ont découvert une facette de l'Algérie, d'un pays africain qu'ils ne connaissaient pas, c'était le froid extrême. Oui, c'est vrai qu'ils ont une semaine glaciale quand même. Oui, même à Oran, pourtant qui n'a pas de tradition en matière de température basse, mais la neige à Constantine, mais surtout à Constantine, sur des sites d'entraînement, ils ont découvert ça, ils disent que l'Afrique c'est aussi ça. Oui. Ils ont découvert des endroits touristiques grâce à des visites guidées.
Hier, M. Patrice Motsepe, président de la CAF, a exprimé, juste en une phrase, comme ça, son admiration de la ville de Constantine, parce que c'est un amoureux de l'histoire, sans dévaloriser les autres villes, bien sûr. Et bien sûr... Mais elle a un cachet unique au monde. Bien sûr. C'est-à-dire une ville entourée de sertis de ponts, un rocher serti de ponts. Mais l'apothéose, c'était la cérémonie de clôture hier. Bien sûr, elle était courte. Mais c'est ce qu'il faut. Non, c'est pas... cérémonie, moi, je trouve. Comment dire, vite et bien. Non, mais c'était court parce qu'il fallait ne pas abîmer la pelouse, parce qu'il y avait une finale après. Mais... ça a tapé dans l'œil de tous nos invités africains. Beaucoup de feux d'artifice par rapport à l'ouverture. Oui, les jeux pyrotechniques, les jeux de lumière. Mais c'est vrai que... une belle symbiose. C'est vrai que ça a été bien retransmis, ça a été bien produit sur le télévisuel. Absolument. Mais il fallait être là-bas. Oui, j'imagine. Vous avez de la chance tous les deux d'avoir assisté à toutes hier, ces belles il fallait être là-bas. Ah, vous ne pouvez pas... mesurer la fierté qu'on a ressentie lors de la cérémonie de clôture à tout le monde. Et le public aussi a participé avec les flashs et leur téléphone, c'était très beau à voir. C'est-à-dire qu'il y a le jeu de lumière organisé et le jeu de lumière improvisé avec le smartphone et ça a fait toute la beauté de cette clôture qu'on a vraiment appréciée. En tout cas, voilà, hard luck, comme on dit en anglais, pour notre équipe, voilà. Et on lui souhaite bonne chance pour les prochaines, Inch'Allah. Oui, mais... En tout cas, c'est une équipe qui promet un bel avenir pour le football, justement. Elle était digne de toutes les équipes A qui ont participé à la compétition. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'adversaires qui étaient là, mais c'était la sélection A, parce qu'ils n'ont pas de joueurs évoluants. À l'instar de la Libye déjà. La Libye, même les adversaires de l'Algérie au premier tour, la Libye, l'Éthiopie, éliminer la Libye, au premier tour. Le Mozambique et tout. Donc voilà, ils sont venus là parce que pour eux, c'est leur CAN. Oui. Ils savent que dans la vraie CAN, ils ont peu de chances de remporter. Mais hier, c'était la réhabilitation. Hier, durant ce tournoi, on a constaté la réhabilitation du championnat national. Beaucoup de joueurs locaux se disaient dévalorisés. On n'a jamais de chance, on n'est jamais mis sous les feux des projecteurs. C'est toujours les professionnels qui sont mis en avant. Là, ils ont été mis en avant. Ils ont été mis dans les mêmes conditions que l'équipe A. C'est passé juste à côté. Mais ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Et on les salue vraiment s'il y en a quelques-uns qui En tout cas, moi j'espère qu'ils vont rester ici en Algérie parce qu'il y avait beaucoup de recruteurs et déjà il y a quelques-uns qui sont déjà partis. J'espère que ces joueurs-là vont rester dans le championnat local. On verra bien à l'issue des mercato. Les prochains mercato nous en diront davantage. Mais je dirais pas non à un départ à l'étranger afin d'améliorer leur qualité et de devenir performants pour la sélection A. C'est vrai. Inch'Allah. En tout cas, je n'aimerais pas être à votre place, mes amis, donc de la sportive, parce que vous allez retourner à une routine des compétitions locales jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, je vous souhaite de garder en mémoire tous ces beaux souvenirs et bien sûr que vous raconterez plus tard, j'imagine. Vous avez été de bons témoins pour une belle compétition. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir. Voilà. Farid Aït Saada et Sarah Derbel qui nous ont permis de suivre donc pas à pas cette évolution donc des Verts et aussi l'évolution de cette belle compétition du football africain donc qui a connu sa baissée de rideau hier donc voilà. Hélas, voilà, il faut une fois bientôt la Coupe d'Afrique U17, donc on aura l'occasion de se retrouver. Et de se retrouver, qui sait. En tout cas, merci à ceux qui sont avec nous. Voilà, on va parler d'Afrique autrement dans un petit instant, avec justement une très belle exposition d'ethnographie africaine qui est abritée actuellement par le musée du Bardo, mais pas que. Donc tout de suite, je vous propose de suivre ce reportage de Walid Yousfi qui nous emmène droit à la SAFEX pour un événement qui a eu pour objectif l'information autour du cancer. Et oui, hier, on célébrait la journée mondiale du cancer. Donc, c'était le 4 avril. Et pour en parler tout à l'heure, Aïda Meshri sera là pour de plus amples détails. Restez avec nous. Sensibiliser et informer, c'est le but de ce salon d'information sur le cancer organisé à la SAFEX. Un salon qui en est à sa 6e édition et qui accueille chaque année des médecins de différentes spécialités. Les visiteurs de ce salon ont droit à des consultations et des dépistages gratuitement, mais aussi à plusieurs autres services proposés par les professionnels de la santé. Il existe depuis 2016. Quand nous avons pensé à cette initiative, le besoin était assez pressant de faire parler du cancer de façon générale et de réunir en un seul lieu
tous les intervenants dans le traitement, la prévention, l'accompagnement après cancer, mais aussi beaucoup d'autres interventions en termes de support, comme le support psychologique. Entre hier et aujourd'hui, des centaines de personnes ont fait leur dépistage. En cas de suspicion, le patient est vite pris en charge par les médecins présents sur place. Si on suspecte un cancer, on va adresser le patient parce qu'il faut faire d'autres examens, comme par exemple le frottis sanguin ou la ponction de moelle. Donc on va adresser le patient directement aux urgences hématologiques la plus proche, soit au CPMC, soit à Benimsos. Bien sûr, il n'y a pas mieux que le dépistage. Le dépistage, c'est-à-dire diagnostiquer la maladie au stade précoce. Quand on dit au stade précoce, ça veut dire qu'il y aura une bonne réponse au traitement. C'est-à-dire le malade, si le malade il va évoluer, c'est-à-dire il va passer à un stade avancé, ça va être une difficulté pour avoir une rémission après le traitement. L'enjeu, c'est de dépister le cancer donc, à un moment très précoce pour proposer une thérapeutique qui soit optimale. Donc, il faut savoir que la thérapeutique existe. Elle peut être radicale et donc rayer de façon radicale le cancer. Et c'est pour ça qu'on espère que les patients seront sensibilisés dans ce sens. Le palais des expositions SAFEX a abrité donc cette belle rencontre à l'effet d'informer tous et tout un chacun sur le cancer, ses manifestations, ses symptômes, mais aussi la manière de le prendre en charge. Aujourd'hui, nous parlerons aussi d'un aspect qui est très important pour les malades qui souffrent. Il s'agit de la prise en charge psychologique. Et pour en parler, Aïda Mechri est avec moi ce matin. Bonjour Bonjour Aïda. Radia, bonjour. Ça va? Très bien, alhamdoulilah. Ça fait toujours peur de recevoir une telle annonce. L'annonce, la maladie elle-même avec son historique, voilà, ça sonne très fort chez les personnes qui ont vécu un peu la maladie, qui ont rencontré des personnes en détresse, qui ont accompagné des personnes qui ont beaucoup souffert à cause de cette maladie. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a fait un grand pas dans l'annonce, dans l'entretien de l'annonce d'abord, mais aussi dans la prise en charge, l'accompagnement. Cette prise de conscience chez les familles aussi, combien que c'est important de pouvoir placer les mots, de pouvoir accompagner ces malades, de les écouter, de les prendre en charge, de donner de l'aide, d'accompagner. Et ça, on le voit autour de ces familles, que ce soit avec le mouvement associatif au niveau des hôpitaux, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui aident aujourd'hui, qui se déplacent, organisent des rencontres avec des enfants, avec des familles pour leur offrir des cadeaux, fêter les événements avec eux, mais aussi dans l'accompagnement, les formations, dans l'accompagnement des professionnels pour améliorer leurs connaissances, pour simplifier, banaliser, mais aussi accompagner ces familles. Et je dirais de plus en plus, il y a cette approche envers les psychologues. Avant, c'était un peu tabou, un peu difficile pour faire le premier pas comme ça, pour demander de l'aide. De plus en plus, je crois que les gens se rapprochent, ils ont compris que cette détresse, ces angoisses, cette peur, ces phobies peut-être qui peuvent surgir, on peut les accompagner, on peut leur apprendre à gérer ça, mais aussi à faire tout le processus d'acceptation. Parce qu'en fin de compte, c'est un choc, mais aussi ça arrive vers une acceptation de la maladie, une prise en charge. Moi, j'ai une profonde admiration pour toutes ces personnes qui, atteintes de cancer, n'ont pas lésigné sur l'effort de communiquer, de traduire leur expérience et aussi leur espoir, d'exprimer ou de transmettre l'espoir de guérison à tous ces malades, des personnes qui s'en sont sorties et qui ont vraiment mené aussi un autre combat, celui de l'information, qui est très important. Moi, je dirais qu'il faut les écouter. Vous savez, ce sont des personnes qui retrouvent la vie, qui retrouvent un autre goût, et puis il y a quelque chose comme ça dans ce retour envers leur vie, envers leur corps, envers leur manière de cette image du corps. Ils vont offrir à l'autre une énergie, moi je dirais, extraordinaire. Absolument. Moi j'ai vécu un exemple vraiment dans mon entourage, une amie donc, qui s'en est sortie. Sa maman par contre a succombé à ce cancer du sein. Elle par contre, elle s'en est sortie et dès cette guérison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change d'activité. Voilà. Elle ferme son officine. Elle va sur un terrain qui l'a menée vers la réussite. Tout à fait. En créant toute une gamme de produits bio et bons pour la santé. Et puis, elle a aussi adopté un enfant.
eh ben, c'est génial. Elle a voulu donner tout son amour à un enfant, bien qu'elle en avait, hein, mais elle a quand même pris un orphelin en charge. C'est extraordinaire. Ce sont de belles images parce que moi je dirais si ces pulsions de mort viennent nous secouer quelque part, c'est quelque chose qui nous habite tout le temps, les pulsions de vie sont beaucoup plus fortes. Mais aussi la femme algérienne, vous savez, nous, les femmes, elles savent et elles ont le don de pouvoir donner à l'autre avec générosité. Dans l'échange, ce sont des femmes qui nourrissent leur famille, peuvent travailler à l'extérieur, mais aussi gardent cette identité, cette force et puis cette, moi je dirais l'école de vie, c'est tout l'apprentissage de vie. On en a vu, surtout des artistes qui ont transformé un peu cette douleur, cette détresse, ces moments d'anxiété à des belles rencontres vers des ateliers de bijoux, des ateliers de poterie, dans les tableaux, dans le conte. Moi je crois qu'aujourd'hui, voilà qu'on peut placer deux points pointillés et puis avancer un tout petit peu pour dire on a le devoir d'accompagner ces gens vers cette petite lumière. On a le devoir aussi de comprendre un peu leur anxiété, ce qu'ils peuvent vivre. Ce sont des malades qui luttent réellement dans un combat réel avec la douleur, avec ce manque, avec cette détresse de l'intérieur. Ils avaient tout, probablement aussi, ils avaient un manque, mais aujourd'hui, la détresse et la peur de ne plus retrouver ces liens, de ne plus retrouver ce travail, de ne plus avoir l'amour réel dans le couple, de ne plus avoir l'attachement avec les enfants. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent vivre. C'est à nous maintenant de faire attention et puis d'accepter de plus en plus. Ils ont besoin de cet étayage, de cette force et cette présence. Et puis on n'est pas dans moi je dirais le marchandage. Souvent ce sont des malades qui vont rapidement extérioriser une colère, bouleversée, étiquetée. Ils vont probablement être en colère. Ils auront peut-être. C'est à nous de comprendre que c'est pour leur nourrir, c'est pour les accompagner, pour leur donner cette force de l'intérieur. Et puis ça vient comment? Ça vient par une présence réelle. Ça vient aussi par une empathie. Il faut avoir cette force de pouvoir vivre leur position, mais aussi de les écouter, de leur offrir, d'être attentive à leurs désirs, à leurs petits mouvements comme ça dans la vie. Et puis, la disponibilité offre énormément à ces malades. Si on n'est pas disponible, c'est un peu compliqué. C'est une pensée. Il faut leur offrir quelque chose qui peut leur permettre de rester en vie, de rester dans cette formule. Moi, je dirais adopter un enfant, c'est extraordinaire, mais vous savez, on peut leur donner des tâches pour les responsabiliser, pour leur permettre d'exister encore. Ne pas trop les stigmatiser comme des malades impuissants, pauvres, ne peuvent plus, dépressifs. Ça, c'est quelque chose, nous, on a plutôt pitié, mais dans ce regard, on peut casser beaucoup de bonne volonté pour construire les choses. S'ils sont petits, c'est à nous de leur expliquer qu'un exercice physique, une bonne hygiène de vie, c'est commencer à vivre comme une maladie chronique, avec ce que ça nécessite comme énergie. Mais s'ils sont un peu plus âgés, avec leur expérience de vie, c'est à nous maintenant de trouver cette petite porte. Il y a des fois des gens qui sont très joyeux, ils ont la force, il faut juste les accompagner un tout petit peu et ça rebondit. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés un peu plus avec des professionnels, avec des psychologues, avec un traitement médicamenteux, avec une force qui est plutôt une autre, avec des professionnels qui sauront les accompagner, mais les laisser seuls. Mais certainement, un sourire, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Deux catégories que vous venez de citer, effectivement. Un sourire, un moment comme ça, un petit cadeau, une réflexion, une lettre. Vous savez, on peut trouver mille choses. Et ça nous invite un peu à réfléchir à ces histoires dedans. On a beau à écouter que ça arrive chez les autres, que c'est peut-être pas chez nous, pas avec nos enfants. On est plutôt bien, on comprend pas un tout petit peu ce processus, mais personne n'est à l'abri, c'est quelque chose qui peut nous toucher. Vaut mieux avoir cette résilience, cette manière de pouvoir construire. Et c'est là le vrai apprentissage dans la vie. On n'apprend pas dans la force, dans la joie, mais on apprend aussi dans l'échec, dans la détresse, comment vraiment rebondir, qu'est-ce qu'on doit dire, comment dire les mots. Et ce sont ces expériences qui nous donnent la force pour pouvoir détecter cette énergie dans le regard de l'autre, l'accompagner, l'aider, l'écouter avec empathie, mais
mais aussi respecter énormément tous ceux qui l'entourent. Des fois, la famille a besoin plus d'aide que le malade lui-même. Absolument. Il y a une chose que j'écoute souvent et qui se répète un petit peu dans le discours des psychologues que l'on écoute à travers ne serait-ce que les réseaux sociaux, c'est de ne pas de traiter le malade selon son statut, son véritable statut. Un adulte n'est pas un enfant, donc il faut lui accorder l'attention que l'adulte mérite, vraiment dans le sens où on ne va pas tout le temps être dans l'empathie excessive au point de le réduire à de se comporter avec lui comme s'il était complètement impotent ou complètement comme un enfant, quoi. Comme un enfant, c'est pas un enfant. Oui, bien sûr. Ou un handicapé. Ce n'est pas le cas. Voilà, vous le dites tellement bien que j'ai envie juste d'ajouter une phrase. On a rencontré des femmes très difficiles qui passent par des moments difficiles, non seulement la maladie, mais aussi dans la relation conjugale. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas les accompagner. Et puis on retrouve des histoires de divorce, de déchirement de famille, des enfants qui sont plutôt déchirés dans la détresse de leurs parents. Il y a des mamans comme ça qui peuvent tomber malades, mais elles ont la charge de petits-enfants, de bébés, et elles ont besoin vraiment d'un soutien social et d'un cadre privilégié pour pouvoir vraiment les soutenir, non seulement dans le processus thérapeutique, mais dans ce vécu familial et dans ce vécu social. Moi, je crois que même si on parle aujourd'hui, c'est juste pour expliquer que dépister, ne pas avoir peur, faire le pas, soigner ces choses, mais aussi accompagner, avoir un cœur pour ça, c'est donner à ces gens qui peuvent offrir mieux. Souvent, on n'a pas la force, ni le temps, ni l'énergie pour le faire, mais on peut soutenir des gens qui peuvent le faire, qui ont des cadres d'aide et de soins, qui peuvent faire le relais à notre place. En somme, les aider à mettre des mots sur une douleur, effectivement, l'exprimer et parler un petit peu de leur détresse. Merci infiniment, Aïda. Merci à vous, Radé. Merci infiniment à tous ceux qui sont avec nous aussi depuis ce matin, où on continue notre petit bonhomme de chemin jusqu'à 9h30, avec d'autres rubriques, mais aussi d'autres invités. Parmi ces invités, le directeur du musée du Bardo, Musée national du Bardo, qui accueille actuellement une très belle exposition d'ethnographie africaine, et nous allons en parler avec lui juste après ceci. Et puis nous quittons justement la beauté de ce beau jardin d'essai pour aller un petit peu plus bas dans la ville d'Alger, rejoindre justement l'espace d'exposition du musée du Bardo, donc Musée national du Bardo. Son directeur est parmi nous pour nous parler davantage d'une très belle exposition que les murs du Bardo abritent actuellement. Bienvenue à Zoher Harishan. Bienvenue. Merci. Ça va? Merci pour la visite, plutôt pour l'invitation. Oui. Je disais tout à l'heure que l'Afrique était à l'honneur
à l'occasion de l'organisation du CHAN, donc une compétition de football. Mais a-t-elle influencé un petit peu les visites du musée en revanche? Oui, bien sûr. Oui. En fait, nous avons une exposition sur une collection africaine que le musée du Bardo possède. C'est une exposition intitulée Ethnographie africaine, c'est Afrique subsaharienne. Donc, c'est une exposition qui est axée sur 6 thèmes. Donc, nous avons exposé les masques, les statuettes, les instruments de musique, les armes aussi, les attributs royaux, et tout ça, ça fait une exposition qui a été... Un très bel ensemble. Exactement. Il faut savoir que le musée du Bardo possède une riche collection appelée collection africaine. Je pense qu'il y a seulement 2 musées qui possèdent pareille collection. Il y a le musée d'Oran qui possède une petite collection, et le musée du Bardo qui en possède presque 1000 objets. Ce sont des collections qui ont été acquises par le musée à différentes étapes. Une première dans les années 30, lors de la création du musée. Donc à la création même du musée, il y a eu déjà c'est vrai qu'il y avait énormément de colonies françaises en Afrique. Exactement. Et aussi, dans les années 30, c'était un peu la ruée vers tout ce qu'on appelait art africain et art primaire. Et après, ils se sont rendus compte, en fait... Oui, parce qu'il y a de grands peintres qui se sont inspirés de cet art, à l'instar justement de Braque ou alors Picasso. Exactement, voilà, même Picasso aussi s'est inspiré. Qui a puisé dans cet art. Exactement. Et une autre partie de cette collection a été acquise lors du Festival panafricain de 69 et une autre aussi acquise lors du Festival de 2009. Mais nous avons aussi une petite collection qui sont des dons de particuliers qui viennent pour léguer ces objets un peu... en fait, ce sont des objets qui sont un peu étranges par rapport à notre culture. Nous, vous savez, le problème, c'est que nous appartenons à un continent africain, mais nous sommes un peu orientés vers le nord, or que la plus grande partie est ce continent un peu mystérieux. C'est le berceau de l'humanité aussi. Nous faisons partie de ce berceau d'humanité après l'annonce aussi du 2,4 millions d'années par rapport aussi de Mboshet aussi. Donc, tout ça fait cette richesse de notre pays par rapport à... C'est vrai que le musée du Bardo permet d'avoir ce regard sur l'aube de l'humanité, je dirais. Exactement. Et sur les différentes étapes de notre histoire. Exactement. Il le faut, de toute façon. Vous savez, le musée du Bardo est un musée d'ethnographie et de préhistoire. Et de préhistoire, surtout. Donc, voilà. Ces deux ensembles font qu'on doit y contribuer pour enrichir ce legs par rapport à l'humanité tout entière. Absolument. On va voir toute cette richesse de culture exprimée par des objets que vous venez de citer, entre statuettes et aussi autres masques et attributs. Donc, Samia Boaro, notre reporter, s'est baladé à travers les espaces du musée pour nous décrire cette belle exposition et on va l'écouter tout de suite. Un gros plan sur l'ethnographie africaine au musée du Bardo à Alger. Un véritable voyage dans le temps pour découvrir la vie sociale des peuples africains du 19e et 20e siècle. Ces 150 pièces exposées ont été conservées depuis 1930 au sein de ce musée. Elles racontent le savoir-faire, l'histoire, le quotidien, les habitudes de l'homme africain de l'époque. Des collections du Bardo qui proviennent de plusieurs pays africains, répartis en 6 thèmes, entre autres des masques, les statues, la bannerie, les bijoux, les attributs royaux et les instruments de musique africains. Ces objets sont sous forme de sculptures, de paniers, d'instruments de musique, de masques et d'armes, à l'exemple de sirao, parmi les instruments cultes de l'époque faits à base de calebasse, en provenance de l'Afrique de l'Ouest, ou encore ce tambour du Gabon, datant du 19e siècle, ces poteaux funéraires venus du Madagascar.
Ces pièces ont été collectionnées au début des années 30, à l'occasion de l'ouverture du musée du Bardo. C'est la collection de Pierre Brazza, qui a sillonné plusieurs pays africains. Les passionnés de l'histoire et de l'ethnographie africaine étaient au rendez-vous, à l'exemple de Emina, cette petite écolière. J'ai un carnet sur moi pour noter tout ce que je vois ici au musée. En fait, il y a une surprise aussi, d'une part, de trouver le thème d'Afrique. Oui. Et voilà, et la petite là, elle est en train de trouver des trucs qu'elle n'a jamais vus, malgré qu'elle c'est quelqu'un qui vit en Afrique. Ce musée compte 1000 objets d'antiquité africaine subsaharienne, originaires dans leur majorité des pays de l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est, à l'instar du Niger, Nigeria, Éthiopie et de Madagascar. Ces œuvres exposées sont de véritables documents historiques qui vont beaucoup aider les chercheurs dans leur analyse, synthèse et classification, et ce qui va servir aussi de référence aux futures générations. Surtout qu'un projet du Grand Musée africain en Algérie est prévu prochainement. Et cela influencera peut-être les futurs voyages de cette petite gamine qu'on vient de voir à l'antenne. Monsieur Harichen, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Elle va vouloir, revoyant ces petites notes, elle va peut-être voyager à travers le continent africain. Vous le disiez tout à l'heure, on est tourné vers le nord et peut-être que... De toute façon, il y a de plus en plus d'Algériens qui voyagent vers le sud. J'en ai rencontré. Bien sûr, parce qu'ils découvrent. L'Afrique est toujours un continent du mystère et tout ça. Donc, ce qu'on a de l'Afrique, c'est surtout ce que les colonisateurs nous ont légué. Mais en fait, l'Afrique, c'est autre chose. Hein. L'Union africaine a décomposé l'Afrique en 5 régions. Qui sont l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Oui. Et c'est-à-dire, ces ensembles sont vraiment... chaque ensemble est un mystère lui-même. Mais il y a toujours cette connectivité entre ces régions. En fait, c'est un ensemble très, très, très homogène, malgré ces différences de culture, de religion et tout ça. Et de climat aussi. Exactement. En fait, il y a de tout dans l'Afrique. C'est-à-dire, c'est un continent, c'est vraiment un continent à part et qu'il faut découvrir. Voilà, c'est un art qui a été un petit peu marginalisé dans l'écriture coloniale de l'histoire de l'humanité, mais alors qu'il a offert vraiment toutes les inspirations, on le disait, que ce soit en musique, que ce soit dans le quotidien du vécu, vraiment de tout un chacun. Et puis, c'est vrai que c'est le berceau de l'humanité par excellence. Exactement. D'ailleurs, les plus anciennes vestiges archéologiques découverts sont en Afrique. Hein. C'était en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, mais maintenant aussi, c'est-à-dire en Afrique du Nord, par ces découvertes récentes en Algérie. Mais il y a toujours des découvertes qui sont annoncées par la communauté scientifique. Les différents chercheurs, etc. Et tout ça, oui. Et bien sûr, en chute du reportage, nous avons vu de très beaux spécimens en métal qui font vraiment la richesse de cette collection qui est assez rare parce qu'on connaît beaucoup de masques et beaucoup de sculptures en bois. En Afrique, mais ça c'est parmi les manifestations les plus rares. Oui. C'est-à-dire le problème, c'est qu'en fait, c'est-à-dire la fabrication du métal est une chose connue en Afrique, mais seulement elle était inconnue par rapport aux chercheurs. Il faut savoir qu'il y a de grandes civilisations qui ont existé, surtout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, notamment, c'est-à-dire le fameux royaume du Dahomey qui est actuellement le Bénin. Et ils excellaient, très riches, ils excellaient dans la manipulation du métal, le bronze, le cuivre et tout ça. Et l'or aussi. Et l'or aussi. Et le métal était aussi. Vous avez vu la collection d'armes.
En fait, là, les armes étaient aussi une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange par excusez-moi. Donc c'était une manière, c'était un métal d'échange par rapport. Oui, un petit chat dans la gorge, ça m'arrive souvent. Donc, on est le matin, effectivement. Voilà, je vais vous offrir un petit verre de... Voilà. Allez-y, prenez une gorgée. Le temps pour moi de placer une idée. Donc, c'est vrai qu'on parle de plusieurs ethnies. Ce sont de véritables documents, en fait. Exactement, exactement. De véritables documents qui nous renseignent sur l'histoire des différentes régions. Et bien sûr, en termes de documents, cette belle collection de plus de 1000 objets que recèle le musée du Bardo et d'autres établissements en Algérie, va certainement être la base de la création du nouveau musée d'art africain. Oui, justement, on espère. C'est-à-dire le Grand Musée d'Afrique est un projet de l'Union africaine, mais c'est un projet aussi où dans l'Algérie s'est investi pleinement. Normalement, le projet est en train d'être concrétisé et il va y avoir prochainement une exposition dédiée à ce grand musée qui est appelé Instruments de musique africains et qui va englober toute l'Afrique, c'est-à-dire les 5 régions de l'Afrique. Et ça va être aussi une occasion, c'est-à-dire de montrer ce projet et aussi, comment dire, c'est-à-dire la portée universelle de ce grand musée qui va être construit. Qui va être basé en Algérie, exactement. À Alger, la capitale. Et donc, toutes les nations africaines vont aussi contribuer à la création parce qu'elles sont concernées aussi. Ah oui, bien sûr. Ça va être une vitrine africaine basée chez nous. Exactement. En fait, c'est un engagement c'est un engagement de l'Afrique. Parmi l'Union africaine, elle a une vision jusqu'en 2063. Et parmi ces visions, c'est construire ce grand musée d'Afrique qui va englober toute la richesse de l'Afrique, que ce soit culturelle, historique et même, c'est-à-dire cette diversité naturelle et tout ça. Donc, excellent. En tout cas, ça augure vraiment de belles découvertes pour le public algérien et puis pour les visiteurs de l'Algérie qui auront aussi à découvrir ce portail de l'Afrique qui est très intéressant. L'Algérie en l'occurrence. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, M. Zoher Harichel. Rappelons un petit peu les horaires du musée. Quand peut-on visiter le musée du Bardo ? Alors, à quelle fréquence et quel horaire ? Oui, alors depuis pas très longtemps, il y a eu une note pour un changement, c'est-à-dire d'horaire. Alors dorénavant, les musées seront ouverts le vendredi matinée de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 18h. Et le samedi aussi de 10h à midi et de 13h à 18h pour l'hiver. Et en été, ça va être les mêmes horaires, seulement au lieu de 18h, ce sera à 20h. Et on espère que ces horaires seront conviendront à tout le monde. Inch'Allah, on le souhaite en tout cas. Et bien sûr, j'imagine que les familles qui regardaient le reportage vont peut-être s'inspirer de cette maman qui emmène sa progéniture, sa fille ou ses enfants, donc visiter un musée. Ça m'a, moi, permis justement d'enrichir tout un côté comme ça, toute une curiosité des autres cultures en visitant les musées en Algérie. Exactement. Et j'espère qu'ils seront nombreux à amener leurs enfants. Oui, on l'espère de toute façon. C'est une belle sortie de famille aussi. Ah oui. Hein. Alors, mais aussi, il y a surtout ces sorties pédagogiques aussi que les établissements scolaires font. Et ils découvrent aussi, alors comment dire, généralement, ils viennent pour voir un peu le palais lui-même. Le palais lui-même, mais aussi les cultures qui sont enseignées aux écoles. Vous savez, c'est-à-dire, alors il y a dans le cursus scolaire, il y a certaines parties où on enseigne à l'enfant, c'est-à-dire les cultures préhistoriques. Mais quand ils viennent ici, ils découvrent autre chose, vu que notre musée est en train, c'est-à-dire de s'orienter plus vers les expositions temporaires. Donc chaque
comment dire, à chaque moment, il y a des changements. Des thématiques qui changent. Exactement, exactement. C'est-à-dire le musée n'a pas de grands espaces pour qu'il y ait... Mais en revanche, il a une grande collection. Hein. Oui. Et j'espère qu'on pourra les découvrir tout au long de l'année et que les enfants pourront aussi s'en donner à cœur joie et avoir comme ça des leçons sur les différentes civilisations à portée de main grâce aux objets qui sont exposés. Merci infiniment, Zohir Harissem. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur du Musée national du Bardo. On a été ravis de vous recevoir. Merci et bien sûr, on sera ravis d'entendre et d'avoir des nouvelles expositions que vous programmez. Inch'Allah, oui. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On reste un petit peu dans l'univers de la créativité, de l'art de manière générale, à travers une empreinte artistique découverte par Lemia Boudbouda, qui va nous dresser le portrait de Cherif Malek, qui est moudjahid, également médecin, mais aussi avec une fibre artistique particulière. On va l'écouter tout de suite au micro de Lemia Boudbouda. C'est entouré de sa famille et de ses amis que le moudjahid et auteur Cherif Malek a fêté la sortie de son livre Loudiden Amadous, un titre qui s'ajoute à Une simple vie et Hadji, formant ainsi une trilogie romanesque. Les livres, c'était beaucoup plus pour laisser des traces, des passages à mes enfants et occuper mon temps. C'est la mémoire de toute une existence qu'il faut les retracer. Parce que dans mon livre, il y a de la racine de mon existence, mon grand-père, mon père et tout ça. Le deuxième livre, c'était dans notre région, près de Béjaïa. Il y a un petit douar qui s'appelle Hamadan. Et c'est la vie ancienne. Le plus important pour eux, c'est la terre. Et je mets en exergue la vie d'une famille. Dans son premier livre, Une simple vie, l'auteur consacre 2 chapitres évoquant son combat pour libérer l'Algérie du joug colonial. Tout commence à Alxer, au sein des scouts musulmans algériens, le creuset du nationalisme. C'est de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc, louveteau au départ, routier à la fin. Donc, le scoutisme a formé des hommes de le premier engagement de la Révolution dans notre région. Juin 1954, Cherif Malek embarque pour Paris. Contacté très vite, il sera un membre actif de la Fédération de France du FLN ou la 7e Wilaya. Arrêté en janvier 1959, il connaîtra les affres de la détention. Prison de la Santé, prison Chalon-sur-Marne, camp de Vadnaï, Larzac, Beni Messous et enfin le camp Paul Cazel à Ain Ouessara. Il sera libéré le 19 mars 1962. La Fédération de France a pris en charge 80% du financement de la Révolution, armée et politique compris. Au départ, moi j'ai adhéré à la Fédération de France le 6 juin, vers le mois de juin 1955. Après le jugement, on m'a emprisonné à la prison de la Santé. Seulement, malheureusement, moi j'étais un peu à l'époque turbulent. Je n'acceptais pas facilement des décisions qui ne sont pas raisonnables. Je réagis et ça ne plaisait pas à l'administration pénale. Donc j'ai passé plusieurs fois des temps en prison, dans la prison de la prison. Après une vie familiale bien remplie et une vie professionnelle jalonnée de succès dans le monde de l'entrepreneuriat, à 65 ans, l'auteur prend sa retraite. Ses enfants lui offrent de quoi peindre. Après mon accident, j'étais entrepreneur pendant 30 ans à la sortie de prison. Donc, la retraite,
C'est-à-dire quand j'avais atteint l'âge de 65 ans, j'ai jugé que j'ai trop travaillé, que j'ai droit à un peu de repos. Et là, le retraité est confronté au temps. Il y a des retraités qui chassent la ligne de poste, une canne à pêche. Il y en a d'autres, chacun à sa façon et à ses possibilités. Et moi, c'est la peinture. L'exposition est visible jusqu'au mois de mai à El Mehdi, Space Art à Cuba. Soyez nombreux, vous pourriez rencontrer Cherif Malek, un personnage haut en couleur. On a été ravis de découvrir les multiples facettes de cet artiste, de ce grand moudjahed. On remercie Lamia Boudbouda pour cette belle découverte. Et tout de suite, voilà, je dévoile mes accompagnateurs de cette séquence. Mariam, bonjour. Bonjour. Mariam Moussaïd. Bonjour Radia, comment vas-tu? Qui nous emmène à la découverte de belles plantes. Oui, je fais un peu comme Lamia Boudbouda. On reste toujours dans l'exotisme aujourd'hui. On reste dans l'exotisme et dans les découvertes. On ne sort pas de l'Afrique? On est toujours en Afrique? Oh non, on va sortir. On va sortir. Très bien. Bienvenue également à Jawdet Guessouma, donc pour les bonnes feuilles, ce matin de belles découvertes également sur le plan littéraire cette fois-ci. Ça va? Ça va, oui. La liste est longue, hein? Ça va, oui. On a un riche programme à présenter aux amoureux et aux ferrés de lecture et de bonnes lettres. En tout cas, on va commencer au Neurodan d'abord, allez, pour une fois. Voilà. Oui. D'habitude, on fait le contraire. D'habitude, on laisse place à Jawdet avec les feuilles. Aujourd'hui, c'est une plante, mais qui n'a pas de feuilles, Jawdet. Ah, oui, on sera avec. Voilà qui est bien dit. Donc, on a choisi quelle plante pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un fruit exotique qui s'épanouit très bien chez nous, donc qui est le fruit du dragon. Voilà. Il y a de beaux dragonniers au jardin d'essai. Ah oui, exactement. Donc, le dragonnier qui est un arbre. Par contre, là, c'est un cactus. C'est un fruit exotique. Ah, c'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Ah, ben, je pensais que vous alliez venir du dragonnier. Voilà, j'ai tout faux. Donc, l'apita, donc son nom scientifique, l'apita, et son petit nom, on va dire, un peu plus facile à prononcer, qui est le fruit du dragon, en fait, est un fruit exotique originaire d'Amérique centrale et aussi du Mexique. Donc, au 19e siècle, il voyage avec les colons français vers un pays d'Asie, alors où il s'épanouira très très bien. Petit à petit, en fait, il a été au départ au Vietnam réservé à une caste, on va dire à une élite, et petit à petit, il s'est diffusé et c'est devenu quelques années plus tard donc un pays producteur, un des premiers pays producteurs du fruit du dragon. Et ensuite, bien entendu, il s'est épanoui sous toutes les latitudes, puisqu'on le retrouve de nos jours en Australie, en Amérique du Sud, un peu partout, tout pourtour du bassin méditerranéen. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, il s'épanouit très très bien chez nous, étant donné que c'est un cactus, et on connaît très bien que les cactus aiment les climats plus ou moins chauds, arides, semi-arides, donc il s'épanouit et on a une petite production qui démarre timidement, mais en fait il existe et il pousse chez nous. Donc si vous allez sur les marchés et que vous allez trouver les fruits du dragon, vous saurez très bien que c'est le cousin de l'Indé. De l'Indé, exactement. Assez différent comme on peut le voir sur l'image. Donc c'est un fruit qui n'est pas extraordinairement, on va dire, savoureux ou parfumé, mais en fait c'est un fruit, on va dire, qui est moyennement au niveau du goût, mais qui a énormément de valeur. Il faut vraiment aimer. Il faut aimer, il faut savoir, on va dire, déjà l'apprécier. Et en plus, l'un de ses atouts, c'est qu'il est très très peu calorique. Voilà. Oui, il est utilisé dans les salades asiatiques, dans les sorbets, exactement. En sorbet, on peut le manger nature si on est quelqu'un on va dire vraiment quelqu'un qui apprécie les fruits. Généralement, ceux qui apprécient les fruits, ils aiment tous les fruits en général. Acide, sucré, peu sucré, généralement c'est comme ça. Mais après, si on préfère, on peut le cuisiner de mille et une façons. Il faut savoir qu'il est riche grâce à ses petites graines, donc excellent pour le transit intestinal. Il est riche aussi en plein de vitamines et de minéraux. Et comme je l'ai dit, son atout majeur, ce qui concerne pour déguster, c'est qu'il est très très peu calorique. Donc voilà, excellent pour les gens qui veulent garder la ligne ou faire des petits régimes. Mais aussi autre chose, au niveau de la culture, pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi je dis que ça serait bien qu'on puisse le cultiver à grande échelle chez nous, c'est qu'il consomme 25% de moins d'eau que tous les autres fruits.
Voilà. Donc vraiment, il a besoin de très très peu d'eau pour s'épanouir, chose qui est très intéressante vu les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir que l'agriculture s'adapte à tout. Donc la sécheresse n'altérera pas son Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que peut-être penser différemment, commencer comme ça à introduire de nouvelles variétés. Choléa, il commence sérieusement à bien s'adapter. Choléa, oui, c'est ça. Dès que vous rentrez sur Tipaza, vous trouverez partout ce fruit du dragon. Il est vendu. C'est excellent. Donc pour la plante, comme on a vu, c'est un petit cactus. En fait, et en plus, l'avantage, c'est qu'il ne porte pas de piquant, donc il n'a pas d'épines. Contrairement à l'Indien. Voilà. Contrairement à l'Indien, qui lui, par contre, est très très dissuasif au niveau de la culture et de la cueillette. Alors lui, il ne porte pas d'épines. Il a une croissance très rapide et surtout au niveau du sol, c'est un cactus comme pratiquement tous les cactus. Il va s'adapter à tous les sols. Il n'est pas très peu très peu exigeant, facile de culture et surtout à croissance rapide. C'est-à-dire que si on fait un champ, et en plus la façan dont il est cultivé, c'est un petit peu en palissade, on le fait monter un peu en hauteur et les fruits sont assez faciles comme ça à récolter. Et au bout d'un an à 2 ans, en fait, on peut récolter facilement. Le seul petit inconvénient, en fait, c'est qu'il va falloir faire la pollinisation à la main. Pourquoi ? Parce que dans son habitat d'origine, c'est une petite chauve-souris qui passe la nuit, bien entendu. On sait que les chauves-souris sont des animaux nocturnes, donc qui fait la pollinisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider tout simplement, il y a des professionnels qui savent faire ça, c'est à l'aide d'un petit pinceau, aider un petit peu la nature en pollinisant les fleurs, ou alors peut-être les abeilles, parce que ça peut se faire, parce que en fait la fleur est très grande, et vu la taille de l'abeille, généralement c'est les chauves-souris qui s'occupent de ça, ou alors les êtres humains. Voilà. À propos du fruit du dragon, la pita. Merci infiniment, Mariam. Merci. Voilà, une dame nous attend du côté de Annaba. On va mettre tout de suite le cap sur la coquette Annaba pour parler cette fois-ci d'environnement. Donc, on n'est pas très loin du domaine, mais cette fois-ci, on va parler surtout d'un événement relatif à l'économie circulaire et stratégie innovante des déchets en Algérie qui sera prochainement organisé par le Centre national de recherche en environnement, dont la directrice est avec nous en direct ce matin. Bonjour à vous, docteur Zihed Bouslama. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes docteur d'État en écologie et en environnement, directrice aussi de ce centre national, je dis bien, de recherche en environnement. Absolument. Oui, ravi de vous retrouver pour avoir de plus amples détails sur l'organisation de cette rencontre qui aura lieu le 6, 7 et 8 prochain. Oui, exactement. Donc ça sera pour demain, le 6, ça sera l'inauguration, et le 7 et le 8. Voilà, donc il prendra fin le 8. Quels sont les objectifs de cette rencontre, justement ? Alors, d'abord, je voudrais mettre le point. Donc, c'est quoi ce workshop ? Donc, c'est un workshop, c'est important parce qu'il intervient dans le cadre d'un projet de l'Union européenne, notamment. Donc, c'est le programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association, c'est P3A. Donc, c'est un TAIEX également, le programme TAIEX. Donc là, il a divers objectifs, mais les objectifs majeurs. Donc, il va se fonder sur 2 axes majeurs. Donc, le premier axe, donc c'est l'orientation et le conseil afin de gérer d'une manière optimale et plus performante des déchets. Donc, nous allons avoir 3 experts européens qui vont nous montrer et nous expliquer leur expérience leur expérience et leur stratégie dans leur pays. Donc il y en a un qui vient de Malte, il y en a un qui vient du Portugal, et il y en a un qui vient de Slovénie. Et puis le deuxième axe majeur, c'est soutenir le développement d'un réseau national ou d'un comité national. Donc on en discutera lors du 3e jour, dont le rôle c'est élaborer une stratégie qui est innovante avec l'intégration de la recherche pour l'essor de l'économie circulaire en Algérie. Voilà, donc 2 axes majeurs. Ça permettra aussi de mettre en relief le travail consenti par les chercheurs algériens, dont certains ont déjà marqué l'opinion publique par leurs brevets qui sont des plus intéressants. Absolument, effectivement. Donc notre centre de recherche a déjà élaboré, il a déjà déposé 4 projets de recherche dans ce sens-là, dans la gestion des déchets, mais également dans leur valorisation. Nous avons 4 brevets qui ont été déposés en 2022. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut donner un aperçu du lieu qui abritera cet événement, ces workshops ?
Pardon, j'entends pas très bien. On va peut-être préciser les lieux pour les universitaires désirant justement prendre part à la manifestation. Oui, ça sera donc pas au niveau de notre centre, vu le nombre qui est relativement important. Donc c'est au niveau d'un hôtel, donc un très bel hôtel au niveau de Annaba la Coquette. Donc ça sera l'hôtel Sabri. Donc le premier jour, donc ça sera des plénières, donc ça sera des conférences qui vont être données premièrement par notre centre de recherche, et donc dans l'après-midi, c'est écouter donc nos experts pour nous montrer, pour nous expliquer leur stratégie donc au niveau de leur pays. Le deuxième jour sera donc des ateliers, on a 4 ateliers qui vont se faire. Donc, et le troisième jour, c'est la restitution des ateliers, la recommandation et discuter donc du réseau, faire donc en fait le réseau national des Algériens donc national donc concernant l'économie circulaire et la gestion des déchets. Merci infiniment, Madame Bouslama, Zihed. Je rappelle que vous êtes docteur d'État en écologie et environnement, également professeur des universités, point focal d'Algérie auprès des Nations Unies pour le programme euro-méditerranéen, je dirais. Voilà, merci infiniment. Donc, bon vent aussi pour ce premier challenge et un autre challenge qui concernera l'économie bleue dont on parlera peut-être à une autre occasion. Merci infiniment. Voilà, donc voilà qui est dit par rapport à cet événement qu'abritera donc la coquette Annaba. On revient à Djaoudet Guessouma pour les bonnes feuilles. Oui. Voilà, je ne vais pas vous interrompre, Djaoudet. Non, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez disposez de 10 minutes pour nous faire un petit peu le topo sur la littérature. Oui, c'est-à-dire qu'il se passe la planète littérature, voilà, elle bouge, elle vit, c'est un peu comme l'écologie, un peu comme voilà, les nouvelles boutures, les nouvelles plantations. Donc voilà, là on est en plein mois de février, donc à partir du 18 février, ce sera vraiment la journée du Shahid, et donc il y a plein de choses qui sont consacrées à ça. Donc il y a un salon du livre. Donc les gens à Skikda, pas très loin de la coquette Annaba d'ailleurs. C'est vrai, on est allé. Un salon du livre du 26 au 28 février au Palais de la Culture Malek Chibel. Donc avec beaucoup de choses. Des parutions aussi, voilà, donc là on est au début de l'année 2023 et il y a des choses qui se passent. Donc le jeudi dernier, le 2 février, il y a eu donc la présentation d'un ouvrage qui vient de sortir. Et c'est en anglais, donc ça ne s'invente pas. C'est original. Oui, voilà, écrit par une diplômée en économie de l'Université McGill du Canada. Je citerai donc Selma Chergui, qui est une jeune écrivaine, auteur féru d'histoire, qui nous a présenté un livre sur Raïs Hamidou. Donc Raïs Hamidou, voilà, et donc elle appelait ça Raïs Hamidou, The Night of the Seas. J'ai bien prononcé le cas, normalement le prononcement. On insiste, mais c'est le chevalier des mers. Bon, la traduction, c'était le prince des mers. Et donc, elle a fait un portrait aux éditions, Otadogyou Yayin Lari, qui est une maison d'édition turque. Et donc, voilà, où elle présente un portrait assez léger, hein, puisqu'elle n'est pas dans l'histoire, dans la monographie, mais écrit ça permet de rapprocher un petit peu une histoire lointaine, voilà, sur certaines, dans un autre contexte. Oui. Voilà, elle parle de certaines périodes de sa vie. Et le portrait de Raïs Hamidou est assez particulier parce que c'est un des seuls ou un des rares Raïs algériens d'origine. Et donc c'était très important. Donc lui, il a eu un parcours très atypique. Son père était tailleur au sein de la Casbah. Et lui, il est intéressé par les embruns, la mer, les grandes épopées un peu des corsaires algériens. Et petit à petit, il va être intégré dans il y a un raïs qui va le prendre en charge et qui va sentir que ce petit garçon n'est pas comme les autres.
Et donc, il va le prendre en charge et il sera embarqué comme mousse dans un des fameux chebek. Il va devenir un raïs. Un raïs, parmi tant d'autres, avoir son propre chebek. Voilà, avec son propre chemin. Donc, cette histoire est racontée par Selma Chergui dans un très bel ouvrage. Donc, The Night of the Sea, c'est en anglais. Donc, vous le trouverez chez les spécialistes dans les librairies spécialisées en anglais. Il y a aussi, dans le cadre justement de cette journée du Shahid, un très bel ouvrage de Hasiba Chikhaoui, qui est aussi historienne, préfacé par Abdelhamid Deliouh, du département de l'Université d'Histoire d'Alger 2, département Histoire, qui va nous présenter Hamida Chikhaoui, sur Jamila Boupacha et Kounet al-Tawra. Donc c'est aux éditions Al-Bayt, un très bel ouvrage. Là c'est vraiment tout chaud, ça vient de sortir. Et donc il sera disponible à partir justement du 18 février. Et c'est pas spécial, il est dédicacé par Jamila Boupacha. D'ailleurs la quatrième de couvre est dédicacée par Jamila Boupacha. À tous les gens en leur disant de respecter les anciens, de respecter les Jamila Boupacha qui est une icône de la Révolution, mais qui a été très discrète sur son histoire pendant très longtemps. Le paradoxe a fait, elle a été vraiment et depuis quelque temps, elle défendue revient par au devant de la scène. Elle a été, et je ne sais pas, par, son charisme naturel a fait d'elle justement une icône aux grandes dames de sa modestie, mais voilà. Et là, le portrait présenté par Hasiba Chikhaoui n'est pas le portrait juste, exclusif de Jamila Boupacha. Elle parle des femmes qui ont lutté dans la lutte armée, qui ont été infirmières, qui ont été médecins, par exemple pour Saliha Outrabliya, oui. qui ont lutté les armes à la main, comme Shaib Zahir, première martyre de l'Algérie. La première martyre, qui sont mortes les armes à la main, ce n'est pas. Et donc elle va faire tout un des portraits croisés, Hasiba Chikhaoui, et donc à travers l'icône qui est le fil conducteur de ce livre, qui est Jamila Boupacha. Donc aux éditions Al-Bayt, en espérant la traduction en français, parce que c'est vraiment un excellent ouvrage, très bien documenté, et qui nous explique un peu les tenants et les aboutissants de comment ces femmes ont intégré la lutte. Les différentes raisons. Donc très intéressant comme ouvrage, c'est un point de vue un peu décalé et bien sûr à travers tout avec beaucoup de photos très intéressantes, inédites quasiment, et donc sur Jamila Boupacha. C'est vrai que les premiers ouvrages écrits sur cette icône sont de la très Révolution, monographiques, voilà, ils sont et ciblés des sur, récits chronologiques. Là, c'est un portrait de Jamila Boupacha qui guide un peu et qui mène un peu toutes ces grandes dames qui ont fait la Révolution. Après, et on termine avec un diwan. Avec un diwan de poésie un peu lyrique, c'est l'avant-dernier, hein, juste pour... Mais rapidement, voilà, il reste 2 minutes. Donc, Elf Leila Elf Leila et Leila, c'est un hommage un peu à cette figure iconique justement de la poésie anti-islamique qui est Qais wa Leila. C'est une exploration de ce mythe à travers le diwan de Cheikh Sidi Ben Yillis qui était un grand chef spirituel soufi, et donc qui nous présente là tout un corpus autour du soufisme et de cette figure mythique qu'a été Leila, c'est-à-dire avec une allégorie sur et ça change un petit peu de ces récits sur l'émir Abdelkader ou Sidi Boumedienne, etc., qui étaient complètement différents. C'est un héritier spirituel de Sidi Boumedienne et tout, qui est enterré près de Bilal, le grand muezzin, le premier muezzin de l'histoire. Il est enterré dans le même cimetière. Ça attise ma curiosité. J'ai envie d'en savoir plus sur...
pour que vous vous régaliez de ça. Bien, donc là aussi, donc on a le mardi 7 février, une vente dédicace justement à la librairie Shaib Zahir de la NEP, avec l'auteur Mohamed Tahar Zbiak, qui est aussi un militant et tout, et qui présente son livre La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est le mardi 7. Voilà, un excellent livre qui marque, justement, qui précise tous les tenants et les aboutissants aussi, à travers une écriture très sobre, très efficace, et donc d'une acuité formidable de l'auteur, qui nous explique la cause algérienne, comment elle a été intégrée à l'ONU, comment on a commencé à parler. Sur le plan diplomatique et politique, effectivement. Donc à découvrir absolument. Voilà, il sera en vente dédicace. Rappelons le jour rapidement. Le mardi 7 février à 14h. Voilà, merci infiniment, Jawdat Gessouma. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous souhaite vraiment de passer d'excellents moments avec la suite des programmes de notre chaîne Canal Algérie, bien sûr. On vous embrasse tous et on vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis rendez-vous demain, même heure, sur la même chaîne. Au revoir. يا حبابنا مرحبا بضيافنا مرحبا بحبابنا حلوا البيبان مرحبا